Il faut être réaliste. Le Maroc nous a remplacés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses là-bas. Mais aujourd'hui, le leader, c'est le Maroc. Et on se pose des questions parce que ça marche mal, l'Algérie, à tout point de vue. Les relations entre les services marocains et les services français étaient excellentes. Mais je crois qu'elles l'ont toujours été, ou pratiquement toujours été. Parce qu'on se connaissait bien, parce qu'on avait travaillé ensemble, parce qu'on a fait plein de choses ensemble. Les gens qui sont les Marocains, ils comprennent mieux un certain nombre de détails ou de choses qui se passent que les Parisiens, même s'il y a d'excellents spécialistes en France. Quand le Maroc a une vraie stratégie, et comme c'est une monarchie, c'est une stratégie qui ne change pas tous les 3 jours. Bonjour Monsieur Alain Juillet. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes, entre autres, ancien directeur du renseignement à la Direction générale de la sécurité extérieure et ancien haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre français. J'ai une première question un peu d'ordre général. Vous avez pu nouer une relation particulière avec le Maroc. Quel est le secret de cette relation et quand avez-vous visité le royaume pour la première fois ? Alors, c'est une longue histoire. Ma relation avec le Maroc, c'est une longue histoire parce que j'ai entendu parler du Maroc par mon père d'abord. Mon grand-père était préfet. Il était à Annecy. Et quand Sa Majesté Mohamed VI a été exilé à l'époque du protectorat en France, il a été un moment à Annecy. Et mon père me racontait que Sa Majesté était là-bas avec son fils qui était Hassan II, à l'époque, le prince héritier, et qu'il l'avait connu là-bas. Donc c'était déjà, si vous voulez, un premier contact. Mais moi, je n'avais pas connu ça. Ensuite, mon père a été consul général ici, à Casablanca, en 61. Il est 61, 62... 61, oui, il a été consul général. Et je suis venu à ce moment-là, j'ai eu la chance de pouvoir passer ici près de 6 mois. En profitant des conditions de vie à l'époque, parce que mon père, comme consul général, avait une magnifique villa à Anfa. Donc j'ai connu la vie de Casablanca et j'en ai profité parce que j'ai visité le pays, j'ai fait un raid à cheval avec un lieutenant de l'armée marocaine qui nous avait emmenés, on était plusieurs, on avait fait un raid de Fès à Meknès, vous voyez, j'ai fait plein de choses. Ça c'est le deuxième temps, donc là j'ai découvert le pays et puis je l'ai bien aimé. Et puis ensuite, dans le cadre de mon travail, surtout alors à l'époque où j'étais à l'intelligence économique, j'ai eu l'occasion de rencontrer, de faire des conférences et de rencontrer des amis marocains, dont un professeur d'université qui s'appelle Driss Guerraoui, qui ensuite s'est occupé de la concurrence et qui à l'époque s'intéressait à Darla, au lancement de Darla. Et on avait fait un colloque à Darla, on a fait un colloque qui a, au tout début, il y avait la salle de congrès qui était faite, mais il n'y avait rien autour, et on couchait aux messes militaires. Donc si vous voulez, il n'y avait rien. La ville était en construction, le port était en construction, mais on était déjà en train de réfléchir entre les Français, des Marocains et d'autres gens d'autres pays qui parlaient d'intelligence économique, on était en train de réfléchir au développement de la zone de Darla. Donc, si vous voulez, ça c'est côté marocain. Mais en plus, je dois ajouter qu'à titre personnel, quand je travaillais dans une société française en Espagne, dans les années 65-70, donc vous savez, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps, j'avais été à ce qu'on appelait Sahara espagnol, IFNI, j'avais été à El Ayoun, à Asmara, parce que à l'époque, nous, on fournissait des produits pour l'armée espagnole qui avait à l'époque ses centres de formation des jeunes soldats qui étaient à El Ayoun et Asmara. Donc j'avais été là-bas et donc j'avais aussi découvert cette zone. Donc si vous voulez, alors je connais donc un peu Alors j'ai été aussi à Tanger, j'ai été à Marrakech, j'ai été partout. Le Maroc, c'est un pays que je connais très bien. Je crois, et que j'aime beaucoup parce que je m'y plais bien, si vous voulez, j'ai de bonnes relations, j'ai beaucoup d'amis au Maroc, j'ai plein de relations ici, et puis c'est un pays qui m'a, sur le plan purement technique, c'est un pays qui m'a beaucoup intéressé parce que c'est un pays qui se développe considérablement depuis longtemps, qui a une vraie politique de développement qui réussit, et ça aussi, pour moi, c'est très très intéressant. Vu mon métier, c'est passionnant.
Vous évoquez souvent la place qu'occupe de nos jours le Maroc en Afrique, aux dépens de certaines puissances traditionnelles, comme la France. Comment voyez-vous cette position se développer dans les années à venir? Et croyez-vous qu'une coopération entre Rabat et Paris serait bénéfique pour les deux parties dans le continent? Alors, c'est un peu compliqué en définitive. Pourquoi? Parce que la France a été traditionnellement le pays frère pour les pays d'Afrique francophone. Hein. Bon. Et on gérait ça depuis la France. Bon. Il faut bien dire que depuis 15 ans, un peu plus de 15 ans, 15-20 ans, la France, peu à peu, se désengage, alors pour différentes raisons, mais elle se désengage de l'Afrique francophone. Hein. Sans parler des derniers événements militaires, si vous voulez, au Niger, au Mali, qui nous ont poussés dehors, même avant, il y a eu un processus qui s'est enclenché. Par exemple, les banques françaises ont progressivement quitté la zone d'Afrique francophone. C'est bien regrettable d'ailleurs, mais enfin c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu le Maroc remplacer progressivement les Français pratiquement partout. Alors, les banques marocaines, partout. Hein, les investissements, le Maroc a une vraie politique d'investissement sur ces pays-là. Et puis, on a vu surtout, à côté de ça, des très grands projets menés par le Maroc, comme par exemple le projet de pipeline pour amener depuis le Nigeria, hein, donc du pétrole et du gaz ici au Maroc qui en manque. Donc ça serait une bonne solution. Et puis ce projet très intéressant d'Axe Atlantique qui va permettre d'utiliser Dakhla comme base, comme port en eau profonde et comme port de développement pour les pays du Tchad, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Et ça, si vous voulez, ça veut dire que le Maroc est en train de prendre une place extrêmement importante. Alors quand vous me dites les Français et les Marocains, oui, mais je crois que là il faut être réaliste. Le Maroc nous a remplacés. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses là-bas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses ensemble, bien sûr. Mais aujourd'hui, le leader, c'est le Maroc. C'est ça qu'il faut voir. Alors c'est un gros changement. Dans cette partie-là, dans la partie plus au sud, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, c'est pas pareil parce que là, il y a encore, sont des pays, il y a un mélange, il n'y a pas que les Français qui influencent, hein, parce qu'il y a, bien sûr, il y a aussi le Maroc, mais ce sont des pays qui sont qui ont moins de problèmes, en définitive, et qui se gèrent très bien eux-mêmes. Hein, avec des problèmes d'insertion au niveau international, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique bouge beaucoup, et va devenir un élément très important dans le monde, je dirais, géopolitique mondial. La France a récemment procédé officiellement à une reconnaissance économique de la marocanité du Sahara. Oui. Selon vous, en quoi une telle reconnaissance pourrait-elle renforcer les liens entre les deux pays dont les relations ont connu une période de gel d'environ 2 ans? Et croyez-vous que le président Emmanuel Macron saura annoncer une reconnaissance politique lors de sa prochaine visite au Maroc? Alors, il y a plusieurs choses, si vous voulez, dans votre question. D'abord, il y a, moi, à titre personnel, mais là, ça n'engage que moi, hein, je précise tout de suite, hein, pour que... Hein, à titre personnel, moi, je suis quelqu'un qui travaille sur des bases historiques. Je fais de la géopolitique et donc l'histoire m'intéresse. Et à partir du moment où on connaît l'histoire, le royaume de Fès, il allait jusqu'au Sénégal en l'an 900, c'est-à-dire il y a quand même pas mal d'années. Hein. Donc, à l'évidence, si vous voulez, le Sahara, le sud, cette partie sud du Maroc, hein, a toujours été sous contrôle, sous dépendance et appartenu au royaume du Maroc. Donc pour moi c'est une évidence, si vous voulez, historique. Donc moi je dis bien, c'est ma position personnelle. Bon, au niveau des États, le problème qui s'est posé, c'est qu'effectivement, comme il y a cette opposition que tout le monde connaît évidemment sur cette partie-là entre la position algérienne et la position marocaine, et qu'il y a beaucoup de ressortissants algériens et beaucoup de ressortissants marocains dans des pays européens, dont la France en particulier, alors les politiques sont un peu tiraillés, parce que d'un côté, ils ne veulent pas s'opposer à un pays ou à un autre, même si sur le fond, ils savent que la réalité, c'est ce que je vous ai dit. Donc, c'est sûr que
selon les relations de la France avec l'Algérie en particulier, ça change un peu le positionnement. Si on est mal avec l'Algérie, on a tendance à laisser passer la reconnaissance, à dire oui, le Maroc c'est une évidence. Si on est bien avec l'Algérie, on dit ah ben non, on ne va pas le reconnaître parce que ça va nous mettre mal avec l'Algérie. Donc c'est la position au niveau des politiques, je parle. Enfin, au niveau des politiques, actuellement, parce que je vous rappelle quand même qu'à l'époque du président Chirac et autres, la vision n'est pas du tout la même. Bon. Mais il faut dire que le président Chirac connaissait très très bien le Maroc et il aimait beaucoup le Maroc. Donc il avait une compréhension du problème marocain qu'après a été un peu perdue, il faut le dire. Alors, les relations ont été très mauvaises entre la France et le Maroc, indiscutablement parce qu'il y avait une volonté française de développer la relation avec l'Algérie. Je crois que sans mentir, on peut dire que ce n'est pas une réussite. Bon, c'est pas une réussite. Donc, c'est vrai que la France est en train de revenir pour retrouver les relations qu'elle a toujours eues avec le Maroc. Parce que le Maroc a été, traditionnellement, depuis la fin du protectorat et les indépendances, le Maroc a été le meilleur ami de la France en Afrique du Nord. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, on est en train de revenir à une situation normale. Alors, c'est vrai que dans cette situation normale, il va falloir que la France prenne position sur l'affaire du Sahara. Alors, j'ai bon espoir, si vous voulez, pour deux raisons. D'abord, parce que si vous avez regardé ce qui s'est passé en Algérie la semaine dernière, une candidate au remplacement du président Tebboune, j'ai vu une femme qui est candidate au président, a dit que au Maroc, enfin, du moins sur le Sahara au sud, c'est les Marocains qui avaient raison. Donc, dans la bonne société algérienne, on commence quand même à reconnaître avec le temps que leur position n'est pas vraiment défendable. Pour moi, c'est un signe, c'est un petit signe, mais c'est un signe. Et ça va certainement, ce genre de position va certainement faciliter la prise de position de pays européens comme la France, pour dire clairement ce qu'ils pensent. Alors, ceci étant, sera encore plus facile par le fait que, il faut le dire, la majorité des pays de l'ONU sont maintenant d'accord avec les Marocains. Bon, donc, il y a un engrenage. Progressivement, une évidence est en train de s'installer partout. Vous avez souvent déclaré que le Maroc n'est pas un pays riche et qui n'a pas la chance d'avoir le pétrole et le gaz, a pu avoir une réussite économique comme celle qu'il a aujourd'hui. Alors que l'Algérie à côté, qui est un pays extrêmement riche, grâce au pétrole et au gaz en particulier, est en mauvaise posture économique. Pourquoi, selon vous, ça serait dû à la nature du régime en place, d'après vous? Alors, oui, je crois, il y a une chose qui est certaine, si vous voulez, c'est que quand vous comparez les monarchies et les républiques, vous avez la monarchie, elle est dans la durée. C'est-à-dire que celui qui est en place prépare son successeur et tous suivent une politique. Ils ne changent pas vraiment de politique. Il y a un axe dans la durée. Donc, pendant 20 ans, pendant 30 ans, on fait quelque chose. Les Chinois, c'est la même chose. Le système chinois, regardez, après la mort de Mao, Deng Xiaoping, le patron chinois, le patron de la Chine, le chef de la Chine, donne une politique pour les 50 ans à venir en disant voilà les étapes qu'il faut qu'on fasse. Et Yiping, après toute une série de secrétaires généraux du Parti communiste, le dernier, Yiping, se réfère à Deng Xiaoping en disant on est arrivé à tel point, on est là, et c'est selon le plan qui avait été fait par Deng Xiaoping. Donc, dans la durée, si vous voulez, ils sont capables de le faire. Le Maroc, c'est la même chose. Quand vous regardez ce qui s'est passé entre Sa Majesté Mohamed VI, Hassan II et Mohamed VI, il y a une ligne de conduite. C'est un pays pauvre, le Maroc, l'agriculture, mais avec une sécheresse régulière, qui arrive trop souvent. Il n'y avait que du phosphate comme richesse avec le phosphate. Bon. Et c'est un pays qui a su se développer formidablement bien parce que vous avez aujourd'hui toute une série d'activités. Regardez le développement de l'activité industrielle, la zone de Tanger, la création ou le développement du port de Tanger, qui est un point stratégique puisqu'il est au passage entre l'océan Atlantique et l'océan et la mer Méditerranée, et donc c'est très intéressant pour tout le monde. Le port de Tanger et toute sa zone est une réussite. Alors vous voyez,
attirer les entreprises extérieures. Sa Majesté Hassan II avait dit, je me souviens quand j'étais jeune, il avait dit, si vous voulez ne pas souffrir trop de l'immigration dans les pays européens, investissez dans des usines dans les pays dont viennent les migrants. Bon, eh ben, quand je vois ce qui s'est passé à Kenitra et ailleurs, les investissements de Peugeot, pour les avions, d'Assaut et ainsi de suite, bon, il y a eu, pour les Français, mais il y a d'autres aussi qui ont un formidable développement économique qui s'est fait. Bon, quand je vois le développement du Sud, hein, ça ne peut être fait que dans une vision à long terme. Darla, si vous voulez, le développement du Sud, le développement d'une ville de Darla, une ville de 100 000 habitants, là où il y avait du désert, ça ne se fait pas comme ça. Il faut du temps parce qu'il faut le construire, il faut attirer les populations, il faut créer des activités. Ça prend du temps. C'est toujours la même chose. Il faut donner du temps au temps. Hein, comme disait chez nous le président de la République, François Mitterrand, il faut donner du temps au temps. Et c'est vrai qu'une monarchie donne du temps au temps, prend des axes et les entretient. Et pour moi, c'est la réussite du Maroc, elle vient de là. Hein. Mais vous savez, il y a, dans le monde de l'entreprise, hein, pour changer un peu du monde politique, dans le monde de l'entreprise, qu'est-ce qu'on constate lors des crises? On l'a vu avec le Covid, par exemple, la crise du Covid. C'est que ce sont les entreprises familiales qui, dans la durée, résistent mieux que les entreprises avec des actionnaires. Pourquoi? Parce que l'entreprise familiale, elle fait des choix. Elle dit, bon, ben, j'aurai moins de bénéfices pendant plusieurs années, mais voilà où je veux aller. Alors que l'entreprise avec des actionnaires, tous les ans, ils veulent des résultats. Et résultats, on est dans le court terme. Alors les républiques, regardez la France. Hein, la France, c'est une république. Et la France, tous les 5 ans, elle change de politique. Ou alors tous les 10 ans, si on a renouvelé le président une fois. On change de politique. Et donc c'est très mauvais parce que vous ne pouvez pas avoir une politique dans la durée. Et ça, c'est le grand désavantage par rapport à des pays comme le Maroc. Alors vous me disiez par rapport à l'Algérie, c'est indiscutablement l'Algérie est le pays le plus riche de l'Afrique du Nord et de loin. Bon, mais quand on voit les résultats actuels de l'Algérie, hein, on se pose des questions parce que ça marche mal l'Algérie, à tout point de vue si vous voulez. Ils ont du pétrole mais ils n'ont pas su... Quand je vois Dubaï ou Abu Dhabi, ils ont aussi du pétrole, mais ils ont su investir l'argent du pétrole, hein, dans le développement de Dubaï ou Abu Dhabi. Et mine de rien, pourquoi? Parce qu'on retrouve la même chose, ce sont des monarchies. Et donc, ils ont pu décider en disant, voilà, on prend cet argent, on va le mettre là. Alors que le système algérien, jusqu'à maintenant en tout cas, n'a pas fonctionné convenablement. Si vous voulez, probablement parce que les gens... Alors, il y a beaucoup de raisons, mais une des raisons, c'est qu'il n'y a pas eu une politique dans la durée. Hein? Alors, moi, j'ai une autre chose, mais ça, parce que je suis français, je pense aussi que quand on veut aller de l'avant, il ne faut regarder qu'en avant. Hein? Si je veux aller là-bas, au fond, à l'horizon, ben, je regarde l'horizon et en permanence, je regarde l'horizon. Vous savez, les marins, quand ils sont sur un bateau, pour se guider, hein, ils ont les étoiles. Ben, vous regardez l'étoile et tout le temps, vous regardez l'étoile. Bon. L'Algérie a eu tort, à mon avis, ça je pense, a eu tort de regarder toujours le passé. En Algérie, vous les voyez tout le temps, les déclarations qui sont faites, on se réfère toujours à l'indépendance. Mais l'indépendance, elle a eu lieu à 60 ans, c'est fini maintenant, 65 ans. C'est fini l'indépendance. Tout ça, c'est terminé, il ne faut pas référence. Ce qu'il faut voir, c'est le futur. Et là, ben, indiscutablement, aujourd'hui, hein, on ne sent pas chez les dirigeants, hein, cette vision du futur qui est une nécessité. Alors qu'au Maroc, elle est très claire, si vous voulez. Sur un autre registre, pourriez-vous nous parler un petit peu de vos années de service à la DGSE et de l'importance et de la qualité de la coopération entre les services de renseignement marocains et français dans la lutte contre le terrorisme et les autres menaces sécuritaires? Alors, moi je ne vous parlerai pas, bien entendu, je ne vous parlerai pas de ce que je faisais à la DGSE, ça, comptez pas sur moi pour vous le raconter. Mais ce que je peux dire par contre, ça oui, c'est que pour être efficace, un service de renseignement, si vous voulez, il a 3 éléments. Il a d'une part, je dirais, les informations techniques, hein, ce que vous lisez, ce que vous recueillez, ce que vous entendez. Deuxième volet, il a les informations humaines, c'est-à-dire les échanges qu'on peut avoir avec les gens qui sont dans
les problèmes qui vous intéressent. Et puis le troisième volet, c'est les relations avec les services étrangers, hein, qui sont très importantes. Où là, vous échangez avec des gens qui font le même métier que vous, et on échange des renseignements. Hein. C'est un échange, hein, c'est pas uniquement à sens unique, hein, il faut un échange. Et je peux dire, sans risque de me tromper, que les relations, en tout cas à l'époque où j'y étais, les relations entre les services marocains et les services français étaient excellentes. Mais je crois qu'elles l'ont toujours été, ou pratiquement toujours été. Hein. Il y a toujours eu une très bonne relation entre les services français et les services marocains, parce qu'on se connaissait bien, parce qu'on avait travaillé ensemble, parce qu'on a fait plein de choses ensemble. Si vous voulez, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on a des relations. Et beaucoup, moi je me souviens à l'époque où je m'occupais, donc ça fait longtemps maintenant, ça fait presque, ça fait 20 ans, hein, mais il y a 20 ans, les gens que je connaissais ici, c'est des gens que j'avais déjà rencontrés avant, si vous voulez, donc je les connaissais, on avait un contact naturel, amical en définitive. On faisait notre travail, mais avec beaucoup d'amitié. Justement, quelles leçons la France peut-elle tirer de l'approche marocaine en matière de sécurité et de renseignement? Et comment ces leçons pourraient-elles être mises en pratique pour renforcer la sécurité intérieure de la France et de l'Europe? Pour pouvoir être efficace dans la lutte contre le terrorisme, on a besoin de la collaboration de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, le terrorisme, il n'est pas sur un pays, il est international. Ça, il faut bien voir. Hein. On ne peut pas contrôler le terrorisme uniquement sur un seul pays. Il faut aujourd'hui... donc il faut avoir des échanges et des contacts avec des services de tous les pays qui sont concernés parce qu'il y a une partie des actions de terrorisme qui peuvent se faire dans un pays ou dans un autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il faut bien connaître la mentalité, il faut bien connaître comment ça fonctionne. Et là, il y a des pays dans lesquels on comprend mieux que d'autres comment ça fonctionne parce qu'on a une relation plus directe avec le système de pensée, le système de fonctionnement. C'est sûr que si vous voulez comprendre les salafistes, si vous êtes vous-même musulman, c'est plus facile de comprendre le salafiste ou le hanbaliste, enfin bon, hein, c'est plus facile de le comprendre, ou c'est plus facile de comprendre les différences entre chiites et sunnites, hein, que si vous êtes catholique ou protestant. Mais de même, pareil. Si vous prenez les catholiques, pour comprendre la différence entre un catholique intégriste et un catholique, je dirais, tendance du pape actuel, bon, évidemment, c'est plus facile si vous êtes catholique. Ou les protestants, entre les évangélistes, qui sont pareils, hein, qui sont un peu un extrême du protestantisme, hein, même s'ils sont devenus très importants en Afrique en particulier, hein, il y a les évangélistes et puis les autres protestants. Donc, il y a toujours des pays et des gens qui comprennent mieux que d'autres parce qu'ils ont un accès plus facile, si vous voulez. Alors, à l'évidence, en ce qui concerne sur le terrorisme, c'est sûr que les gens qui sont les Marocains, par exemple, ont une vision ils comprennent mieux un certain nombre de détails ou de choses qui se passent que les Parisiens, même s'il y a d'excellents spécialistes en France. Hein. Bon, mais je vous dirais de même que si vous allez dans les pays de la péninsule arabique, bon, ils ont un certain nombre d'entre eux, des services, ont une connaissance très pointue, meilleure que nous, parce qu'ils ont des éléments qu'on n'a pas. Vous voyez ? Donc oui, il faut en profiter en reconnaissant à chaque fois que dans un certain domaine, l'un ou l'autre est plus fort ou est meilleur, et on échange. Et à ce moment-là, on est plus efficace. Vous avez une connaissance géopolitique et historique approfondie du Maroc. Oui. Comment évaluez-vous son développement actuel et quels sont les défis auxquels le pays est confronté? Alors là, bon, je pense que le Maroc, si vous voulez, est en train de jouer un rôle progressivement, hein, par la politique qui a été développée par Sa Majesté Hassan II, mais surtout par Sa Majesté Mohamed VI. Je crois que le Maroc joue sur beaucoup de tableaux à la fois et se trouve un peu au centre. C'est ça, là. Il est au centre d'une quantité de choses qui sont un peu différentes, mais que lui arrive à faire fonctionner. Et je vais vous dire. Les relations avec les États-Unis, par exemple. Bon.
on oublie toujours, hein, mais le premier pays qui a reconnu l'indépendance des États-Unis, vous le savez, vous, mais les gens ne savent pas en dehors du Maroc, hein, c'est le Maroc. Le royaume du Maroc a été le point. Et ça, les Américains ne l'ont pas oublié, vous voyez. Ça, vraiment, ils ne l'ont pas oublié. Et indiscutablement, le Maroc a su développer des liens avec les Américains, très importants, ce qui fait que c'est un point central, une ligne directe, il y a une ligne directe entre les Américains et ici. De l'autre côté, si je prends la péninsule arabique, le monde arabe du Moyen-Orient, hein, quand vous regardez la participation du Maroc aux accords d'Abraham a fait que le Maroc fait partie d'une réflexion générale pour faire la paix dans le Moyen-Orient. Parce que les accords d'Abraham, c'est le début d'une tentative pour faire la paix dans le Moyen-Orient. Et dans laquelle tout le monde essaie de trouver des solutions. Or, le Maroc est dedans. Ce qui fait que le Maroc a créé, à travers ça, des liens, ou a renforcé des liens très forts avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite, avec tous les pays de la zone. Bon. Deuxième. Vous avez, on a parlé tout à l'heure de l'Afrique francophone, avec l'axe atlantique, les liens qui ont été développés volontairement par le Maroc avec les pays de l'Afrique francophone, qui fait que c'est devenu aussi une zone très importante. Pour aller dans ces pays-là, le Maroc est un point de passage intéressant, puisque ce sont les banques marocaines qui assurent une grande partie du développement dans ces pays-là. Donc, quand on regarde, et vous avez toutes les industries qui sont installées au Maroc et qui veulent développer les choses. Alors, après, quand vous voyez qu'il y a un projet, le Maroc, au point de vue touristique, va forcément se développer encore plus à partir du moment où le projet de faire un tunnel sous le détroit de Gibraltar prendra vie. Parce que c'est évident qu'à ce moment-là, les gens, ils vont passer... On l'a bien vu avec l'Angleterre et le tunnel sous la Manche, ça change les choses. Hein. Indiscutablement, ça change les choses. Le fait de ne pas avoir à prendre un bateau, le fait de... Donc, là aussi, on va avoir encore un autre développement. Bon. Quand vous regardez la préparation de la Coupe du Monde, où le Maroc, l'Espagne et le Portugal vont travailler ensemble, là aussi, c'est un peu révolutionnaire, mais c'est très bien. Ça intègre, il y a une intégration. Donc, si vous voulez, le Maroc, c'est une mosaïque, en définitive, d'axes de développement dont la caractéristique, c'est qu'au centre, on retrouve toujours le Maroc. Et ça, c'est une politique de coordination qui n'est pas évidente à faire, mais qui, pour le moment, est indiscutablement une grande réussite. Dernière question. Vous avez récemment déclaré que la diplomatie marocaine est extrêmement efficace. Oui. Quels sont les points forts et les réussites qui vous viennent à l'esprit quand vous évoquez cette efficacité de la diplomatie du Royaume ? Si vous voulez, pour être efficace, mais c'est valable dans tous les domaines, hein, pour être efficace, il faut savoir ce qu'on veut ou il faut savoir où on va aller. Le Maroc, on le disait à l'instant, le Maroc a une vraie stratégie qu'on connaît, la preuve, on en parle, on la connaît. Hein. Le Maroc a une vraie stratégie et comme c'est une monarchie, c'est une stratégie qui ne change pas tous les 3 jours. Donc les diplomates, ils sont préparés à défendre cette stratégie, à l'améliorer, à l'amplifier, et ils ont le temps pour le faire. Donc, si vous voulez, ça les rend beaucoup plus efficaces que ceux qui sont obligés de changer tout le temps, parce qu'on change tout le temps de cap ou d'opinion. Donc, ça, c'est très, 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 très important. Le deuxième, c'est que quand vous êtes diplomate, je pense, pour en connaître un certain nombre de diplomates, et pas des Marocains, oui, j'en connais certains, hein, mais également à l'extérieur, quand vous êtes diplomate, vous avez aussi besoin d'être convaincu pour être le plus efficace possible. Vous savez, c'est comme dans une entreprise, c'est comme tout. Si vous voulez vendre un produit, il faut être convaincu que le produit est bon. Si vous êtes convaincu que le produit n'est pas bon, vous aurez du mal à le vendre parce que vous n'y croirez pas. Or, indiscutablement, cette stratégie dont on parle, cette stratégie mondiale, hein, avec ses différents axes de la politique marocaine, c'est une stratégie qui donne une vraie motivation, parce qu'elle est dynamique, qu'elle donne un avenir au Maroc pour le futur, et donc ça motive les gens. C'est motivant de se dire je participe
hein, à un développement qui va avoir un vrai impact, un véritable impact sur mon pays pour le futur. Donc, ils sont motivés. Donc, vous avez des diplomates qui connaissent bien ce qu'il faut faire, qui se sont préparés, qui sont motivés. Alors, évidemment, ils sont efficaces. Hein, ça, c'est clair. Et on revient toujours à la durée, si vous voulez, mais aussi à la clarté des objectifs. Vous savez, en géopolitique, moi je fais beaucoup de géopolitique, comme vous savez, hein, au niveau mondial, j'étudie tout ce qui se passe dans le monde, et c'est ce qui me frappe, c'est les pays forts, c'est les pays qui savent où ils veulent aller. Donc les pays dans lesquels il y a quelqu'un, ça peut être le chef, ça peut être un conseiller, mais qui est très influent, mais quelqu'un qui dit voilà où on va, et qui fait que tout le monde dit on sait où on va et on y va ensemble. Dès que vous avez ce phénomène-là, dès que ça prend comme ça marche. Et le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de pays où malheureusement, par insuffisance d'objectifs, par insuffisance de rigueur dans l'approche, ça ne marche pas, parce que les gens ne savent pas où ils sont. Merci beaucoup, M. Alain Juillet, pour la qualité de cette interview et surtout la pertinence de votre analyse et de vos réponses. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, surtout.